la suite du cours d'analyse financière et qui va être consacré tout précisément à la méthode des ratios, l'analyse financière par la méthode des ratios. Et donc, comme vous pouvez le constater, comme nous avons discuté tout à l'heure, un ratio est un rapport entre deux grandeurs qui sont homogènes et justement qui servent comme outil qui va nous servir justement d'outil pour la comparaison entre les entreprises par rapport à leur situation financière. Et bien sûr, les ratios, on peut distinguer, si vous voulez, 4 types, macro-types de ratios, à savoir les ratios de structure financière, les ratios de rentabilité, les ratios de liquidité et les ratios de gestion et de productivité. Donc on distingue entre 4 types de ratios. On va commencer par les ratios de structure financière à travers lequel on commence par le ratio de fonds de roulement, comme vous pouvez le constater. Le ratio de fonds de roulement qu'on note R1, ratio numéro 1. Et donc bien sûr, c'est le financement permanent sur l'actif immobilisé. C'est-à-dire, ce ratio il doit être supérieur à 1 pour dire que le financement permanent il doit être supérieur, c'est-à-dire les ressources stables, ils doivent être supérieurs aux emplois stables pour effectivement parler d'une bonne situation. Et donc, dans ce cas, le R1, elle doit dépasser largement le 1 pour parler d'un ratio confortable, d'une situation financière confortable. D'accord? Et puis, le deuxième ratio de structure financière, c'est le ratio d'autonomie financière qui présente le rapport entre les capitaux propres et le financement permanent. Et bien sûr, le ratio 2, il est accepté par les entreprises d'accorder des crédits, il est accepté par les banques d'accorder des crédits aux entreprises à partir d'un ratio qui est supérieur à 0,5, puisque c'est un ratio qui mesure le degré d'indépendance de l'entreprise par rapport à ses créanciers. Il y a un autre type de ratio, on parle de ratio d'endettement. Le ratio d'endettement. Et donc le ratio d'endettement, effectivement, c'est un ratio, on va le noter R3, il est égal, c'est un complément à 1 avec le ratio R2. C'est-à-dire si je fais R1 plus R2 plus R3, je vais avoir l'unité. On va expliquer tout ça tout de suite. Donc ça c'est les dettes à long et moyen terme sur le financement permanent. Et donc il doit effectivement, ce ratio il doit être inférieur R3, il doit être inférieur à 0,5 pour que la banque accepte à nous accorder généralement un crédit. D'accord? Donc là, si je fais R2 plus R3, si je fais R2 plus R3, je vais effectivement avoir une unité. R2 plus R3, c'est-à-dire capitaux propres sur financement permanent plus dette à long et moyen terme plus financement permanent, je vais avoir capitaux propres plus dette à long et moyen terme au numérateur et financement permanent au dénominateur. Et bien sûr, le numérateur c'est le financement permanent et le dénominateur c'est le financement permanent. Donc, le financement permanent sur le financement permanent c'est 1. Donc, remarque, ici on peut avoir une remarque R3 ou bien R2 plus R3, elle est égale à combien? Est égale à 1. Ça c'est une remarque à retenir puisque c'est les deux sont un complément, l'un est un complément à l'unité par rapport à l'autre. Il y a un autre si vous voulez, ratio, c'est le ratio de capacité. C'est un ratio de capacité de remboursement. Donc on va le noter R4 et bien sûr elle est égale aux capitaux propres sur les dettes à long et moyen terme, où R4 elle est égale aux dettes à long et moyen terme sur, si vous voulez,
la capacité d'autofinancement. Donc ici, ce ratio de capacité de remboursement, il mesure la capacité qu'a l'entreprise à rembourser ou bien à honorer ses dettes à long et moyen terme en utilisant seulement ses capitaux propres. Et donc plus ce ratio il est élevé et plus on va dire que la situation de l'entreprise il est favorable. D'accord? Donc on cherche toujours à avoir un ratio de capacité de remboursement un peu plus élevé. D'accord? Très bien, on peut effectivement avoir un autre type de ratio, si vous voulez, mais cette fois-ci, toujours dans les ratios de structure financière, on parle du ratio de solvabilité. Ratio de solvabilité. Global. Donc on va le noter R5 égale. Et donc pour dire que l'entreprise est solvable, pour parler de l'entreprise, de la solvabilité de l'entreprise, on peut effectivement faire le rapport entre, si vous voulez, l'actif, le total actif et le total de dette. Le total de dette. Donc bien sûr, il faut avoir un taux ou bien un ratio plus élevé. Plus le ratio de solvabilité est élevé, et plus l'entreprise est jouée d'une situation solvable ou bien une situation favorable. D'accord? Donc c'est actif total et sur dette totale. C'est le R5. Et donc toujours, pour parler d'une bonne situation financière, il faut avoir un ratio de solvabilité globale qui est un peu plus élevé. Plus il est élevé et plus la situation de l'entreprise est favorable. D'accord? Donc ça c'est pour ce qui concerne le premier type de ratio de structure financière. On passe maintenant au ratio 2, les ratios de rentabilité. Pour les ratios de rentabilité, effectivement, on peut avoir trois types de rentabilité. On peut avoir rentabilité commerciale. On peut noter R, c'est R6. Puis rentabilité, oui, tout à fait, économique. R7. Et puis rentabilité en troisième lieu, rentabilité financière tout à fait. R8. Donc pour la rentabilité commerciale, c'est la marge, c'est le BE sur, si vous voulez, sur le chiffre d'affaires hors taxe. Sur le chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Donc, ou R6 égale le résultat d'exploitation, le REX, ce qu'on appelle le REX, sur le chiffre d'affaires hors taxe toujours. Donc ça c'est pour le R6. Comme commentaire de la rentabilité commerciale, ça c'est, on peut dire, c'est la contribution, le degré de contribution du chiffre d'affaires dans le BE, ou bien le degré de contribution du chiffre d'affaires dans le résultat d'exploitation. C'est la contribution du chiffre d'affaires taxe dans les résultats de l'entreprise. D'accord? Pour le R7, c'est-à-dire la rentabilité économique, c'est le EPE sur les capitaux investis où R7 égale le résultat d'exploitation, le REX, sur les capitaux toujours investis. Sachant que les capitaux investis, dites-moi s'il vous plaît, quelle est la différence entre capitaux propres et capitaux investis. La différence entre capitaux
les capitaux investis. Parce que nous allons diviser par ici, par les capitaux propres. On va répondre à la question tout de suite. Pour la rentabilité financière, on divise le résultat net sur les capitaux propres cette fois-ci. Quelle est la différence, s'il vous plaît, entre capitaux investis et capitaux propres? Donc ici, on va mettre tels que capitaux investis égale capitaux propres plus dettes à long et moyen terme, c'est-à-dire tous les capitaux que j'ai investis. Peu importe est-ce que c'est des capitaux internes, des capitaux propres, ou c'est des capitaux qui sont empruntés auprès des établissements de crédit externes. Donc les capitaux investis, c'est les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme. Alors que les capitaux propres, c'est les apports personnels des actionnaires. C'est-à-dire c'est les apports, si vous voulez, ce que les actionnaires vont apporter effectivement à l'entreprise. On appelle ça les ratios. Donc on trouve 3 types de ratios de rentabilité justement. Donc effectivement, on va enchaîner par le troisième type de ratio. Le troisième type de ratio, on va justement parler de ratio de liquidité. Ratio de liquidité. Bien sûr, ici, les ratios de liquidité, ils mesurent la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme en recourant effectivement à l'actif circulant, aux éléments de l'actif circulant. C'est la liquidité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a une capacité de rembourser ses dettes à court terme en recourant à l'actif circulant. Vous savez, ça ressemble, si vous voulez, au ratio de solvabilité. D'accord? Mais la différence, c'est que ici, il y a les dettes totales. Total de dettes et total d'actifs. C'est-à-dire ici, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ou à rembourser ses dettes totales en liquidant quoi? Son actif total. Alors que la liquidité, les ratios de liquidité, on trouve les ratios de liquidité, si vous voulez, générales, les ratios de liquidité relatives et les ratios de liquidité immédiate. Donc on va avoir ratio de liquidité générale ou bien globale. C'est quel R? R9, exactement. R9, il est égal à l'actif circulant sur les dettes à court terme. Donc l'actif circulant, c'est l'actif circulant avec trésorerie, c'est les stocks, plus créances et TVP, plus, dites-moi, trésorerie de l'actif. C'est le ratio de liquidité générale. Donc, comme interprétation ici, c'est le degré, il y a la capacité, il mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme en liquidant son actif circulant. C'est sa capacité à rembourser ses dettes à court terme en liquidant son actif circulant. Il y a un deuxième type de liquidité, il y a la liquidité relative, ou bien à terme, bien à échéance. Donc c'est le R10 égale, c'est la capacité toujours de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme, mais sans pour autant avoir besoin à vendre, bien à liquider le stock. Donc laisser le stock pour faire continuer le roulement du cycle d'exploitation, mais peut-être de recouvrir les créances et TVP plus la trésorerie de l'actif. Donc je reprends l'interprétation de R10, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme sans liquidation de stock, c'est-à-dire en recourant juste à la recouvrement des créances, à la liquidation des TVP
et justement à la disponibilité, via la trésorerie active de l'entreprise. Il y a un troisième type, un dernier, c'est la liquidité immédiate. La liquidité immédiate, là, c'est le R11, c'est toujours le dénominateur, c'est les dettes à court terme, mais ici, c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme en recourant juste à ses disponibilités seulement. Ses disponibilités, c'est-à-dire à la trésorerie de l'actif. Donc la liquidité générale, c'est l'actif circulant sur le passif circulant, juste justement comme indicateur ici pour mieux comprendre les deux. Donc il y a la liquidité générale, la liquidité relative et la liquidité immédiate. Donc là c'est le troisième type de ratio. Il y en a un quatrième type de ratio. On va mettre une petite pause. Donc on reprend, justement, on va enchaîner par les ratios de productivité et de gestion. C'est la quatrième et la dernière rubrique des ratios que vous devez, en tant qu'analyste financier, maîtriser justement à la lettre pour pouvoir faire l'analyse et le diagnostic financier d'une entreprise. Donc on va commencer par les ratios de productivité, d'accord? Et justement on va commencer par la réalisation de la valeur ajoutée. Réalisation de la valeur ajoutée. Donc bien sûr, la réalisation de la valeur ajoutée, je vous ai demandé l'autre fois de faire une recherche à domicile avec proposé. C'était le taux d'intégration de l'industrie automobile au Maroc et le taux d'intégration de l'industrie aéronautique au Maroc également. Donc on va en discuter par la suite. Donc on a un ratio d'abord, ratio d'intégration, ou bien le taux d'intégration. Le taux d'intégration, c'est effectivement la valeur ajoutée, donc ratio. Quel chiffre, s'il vous plaît, quel numéro? C'était quel numéro? Voilà, R12. Vous savez le R12, R4 d'abord. On est arrivé à un modèle R12. D'accord, donc R12 est égal, bien sûr, à la valeur ajoutée sur la production. Donc ici, ce ratio montre le degré d'intégration d'une industrie ou bien justement d'une industrie au sein d'un pays. Et donc on doit avoir effectivement plus le ratio d'intégration est élevé et plus il y a de création de valeur ajoutée. Et plus l'activité elle est créatrice de valeur ajoutée. Moins est le ratio d'intégration, moins est la valeur ajoutée apportée par l'entreprise. Donc c'est un ratio d'intégration et il y a également un ratio de productivité des salariés. Et donc c'est le R13 qui est égal toujours à la valeur ajoutée sur l'effectif. R13 est égal à valeur ajoutée sur l'effectif. C'est-à-dire ici, c'est la contribution de chaque salarié dans la valeur ajoutée. Donc plus ce ratio est élevé, et plus on va dire que les salariés sont productifs. La productivité des salariés elle est augmentée. C'est-à-dire qu'au lieu de... on peut quand même par exemple utiliser ce ratio pour comparer entre deux entreprises. La productivité des salariés de l'entreprise A et la productivité des salariés de l'entreprise B. Par exemple, une entreprise qui confectionne, par exemple, qui fabrique, dont les salariés, par exemple, fabriquent, je dirais, 2 articles par jour, et une entreprise dont les salariés fabriquent 10 articles par jour. Donc, on va dire que les salariés de la deuxième entreprise, ils sont plus productifs que les salariés de la deuxième entreprise. D'accord? Parce que ici, la valeur ajoutée, on la divise sur l'effectif, c'est-à-dire c'est la contribution de chaque salarié dans la valeur ajoutée. On va avoir comme deuxième point ici la
répartition. La répartition de la valeur ajoutée. Donc la répartition, s'il vous plaît, de la valeur ajoutée, ça, nous l'avons déjà vu. On a plusieurs ratios. On a R14, c'est la part des salariés dans la valeur ajoutée. C'est les charges du personnel sur la valeur ajoutée. C'est R14. Ça, c'est la part de qui? C'est la part des salariés dans la valeur ajoutée. La part des salaires dans la valeur ajoutée. D'accord? Il y a un autre partenaire qui participe à la création de la valeur ajoutée, c'est l'État. Donc c'est impôt, l'ensemble des impôts et taxes sur la valeur ajoutée également. C'est la part des impôts, c'est la part de l'État, du revenu de l'État dans la valeur ajoutée de l'entreprise. Il y a un autre rapport, il y a un ratio, R16, c'est la part de qui? C'est la part des prêteurs de fonds, c'est-à-dire des banques. Quelle est leur part? Dites-moi s'il vous plaît. Charge financière, tout à fait. Charge financière ou bien intérêt. Charge financière sur la valeur ajoutée. C'est la part de qui? C'est la part des prêteurs de fonds, c'est-à-dire c'est la part des banquiers dans la valeur ajoutée. D'accord? Il y a un autre ratio, R17 égale la part de qui? Des actionnaires. Les actionnaires ils prennent comme part, qu'est-ce qu'ils prennent? Les dividendes. Les dividendes. Donc ils prennent des dividendes. Donc les dividendes sur la valeur ajoutée. C'est également, il nous reste un dernier ratio, toujours dans la répartition de la valeur ajoutée, c'est la part de l'entreprise elle-même. La part de l'entreprise elle-même, c'est le ratio R18, c'est l'autofinancement sur la valeur ajoutée. Donc effectivement, on a la réalisation de la valeur ajoutée et on a la répartition de la valeur ajoutée comme étant des ratios de productivité. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui reste comme ratio? Qu'on va mettre 4,2, c'est les ratios de gestion, tout à fait. Donc on doit avoir des ratios de gestion. On enchaîne par la dernière rubrique, celle qui concerne les ratios de gestion. Il s'agit effectivement de calculer la rotation, d'accord, des éléments de stock, la rotation des créances clients et la rotation des dettes fournisseurs, et puis également en calculant le taux d'écoulement. Le taux d'écoulement ou bien le ratio d'écoulement, ou bien le temps d'écoulement, comme on peut le constater. Et donc on va avoir la rotation des stocks. Donc c'est le ratio R19. On est arrivé à R19 au niveau des modèles. Donc R19, c'est les coûts, on va dire, sur le stock moyen. Donc c'est les coûts sur les stocks moyens, d'accord? Pourquoi j'ai mis les coûts entre parenthèses avec S? Parce que il y a le stock de matières premières, il y a le stock de marchandises, il y a le stock de produits finis, n'est-ce pas? Et donc la rotation du stock de matières premières, c'est le coût d'achat, ou bien achat
consommée de matières et fournitures. Pour le stock de matières, de marchandises, c'est achat, revendu de marchandises. Et pour le stock, c'est le coût de production des produits finis. Donc, si vous voulez, on remplace le coût, c'est-à-dire le numérateur. Si par exemple, au niveau d'un exercice, vous avez 3 types de stock, vous devez calculer 3 types de rotation. Rotation de stock de matières premières, rotation de stock de marchandises, rotation de stock de produits finis. Et remplacer le numérateur par, s'il s'agit de matières premières, achat consommé, achat revendu pour les marchandises et coût de production pour les produits finis. Et bien sûr, le stock moyen, c'est, dites-moi s'il vous plaît, le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final sur 2. Donc là, c'est la légende, si vous voulez, c'est la légende concernant la rotation des stocks. Donc là, c'est combien de fois l'interprétation. Combien de fois on fait la rotation de stock. Ou bien le stock, il s'écoule, ou bien se renouvelle tout à fait. Donc combien de fois, si je calcule par exemple R19 pour stock de matières premières, que je trouve est égal à, je dis n'importe quoi, par exemple 90, je vais dire que chaque 90 jours, donc le stock il se renouvelle. Bien, il est gardé, le stock il est gardé au sein de l'entreprise pendant 90 jours. Ça c'est l'interprétation de la rotation des stocks. Et donc la rotation des stocks est le temps d'écoulement. Cette fois-ci, on peut calculer également le temps d'écoulement pour les stocks. Le temps d'écoulement pour les stocks, il est égal à R19 à 360 sur R19. Et donc là, je peux avoir combien de jours le stock il reste avant d'être écoulé. Combien de jours le stock il reste avant d'être écoulé justement au niveau de l'entreprise. Donc il est égal en même temps ce taux d'écoulement, on peut écrire stock moyen sur le coût que multiplie 360 jours. Vous savez, si je divise sur le ratio R19, il suffit d'inverser le numérateur au dénominateur. Il suffit de faire l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'avoir le stock moyen au niveau du dénominateur, je l'ai au numérateur. Et au lieu d'avoir celui-là au numérateur, je l'ai au dénominateur. Donc j'ai inversé, puisque je divise sur R19. Il nous reste encore 2 types de ratios. La rotation des créances clients. Pour la rotation des créances clients, on trouve R20, elle est égale. Voilà, donc juste pour vérifier, c'est le chiffre d'affaires TTC, sur les créances clients ou bien clients et comptes rattachés au niveau de la comptabilité et comptes rattachés. Clients et comptes rattachés, ça c'est, si vous voulez, c'est la rotation, c'est combien de fois, c'est-à-dire combien de fois on peut avoir cette possibilité d'avoir, si vous voulez, le ratio de rotation des clients et comptes rattachés. D'accord? Très bien. Et bien sûr, le temps d'écoulement des clients, il est égal à quoi? Dites-moi s'il vous plaît. De la même manière, on aura 360 que divise R20.
ou bien égale toujours client et compte rattaché sur chiffre d'affaires TTC que multiplie 360 jours. Donc ça donne combien, justement combien de jours, ça donne combien de jours les créances clients sont effectivement recouvertes. Combien ça demande de jours au niveau de l'année pour quand même couvrir les créances clients. D'accord? Il nous reste la dernière rubrique, c'est la rotation. C'est la rotation des dettes fournisseurs. La rotation des dettes fournisseurs, donc le taux de rotation c'est, on va mettre R21, il est égal, dans ce cas, donc c'est les achats TTC sur fournisseurs et compte rattaché. Ça c'est effectivement le taux de rotation, c'est le taux de rotation, c'est-à-dire combien de fois on peut effectivement avoir combien de, si vous voulez, de fois au niveau d'année, on peut justement avoir à régler le dette fournisseur, c'est-à-dire c'est le délai que les dettes fournisseurs justement restent au niveau de l'entreprise comme étant des dettes non remboursées. Et effectivement, le taux d'écoulement des dettes fournisseurs, elle est égale à 360 sur le R21 de la même manière. D'accord? Et bien sûr, elle est égale, je vais inverser le R21, c'est fournisseur et compte rattaché sur achat TTC que multiplie 360 jours. Voilà, donc c'est vraiment, les ratios sont trop nombreux que finalement, ça peut quand même mettre l'étudiant dans une situation d'ennui. Mais je vous assure, le fait que, une fois à tête reposée, essayez effectivement de structurer. Moi, j'ai choisi cette structure à 4 rubriques, mais peut-être vous pouvez schématiser, vous pouvez effectivement travailler en groupe pour avoir à comprendre ou bien à maîtriser, si vous voulez, les ratios. Pour la semaine prochaine, on va la consacrer à des exercices d'application. Pour aujourd'hui, j'espère que la séance d'aujourd'hui vous a intéressé.